Bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, donc on y est, ça y est, le sortie de la semaine spécial Noël, alors que je vous ai préparé une émission mémorable, spécial Noël, cadeau. Je vais parler de Avatar, La Voix de l'eau, je vais parler de la série Mercredi, je vais parler de la série Super Noël, je vais parler du film Pinocchio de Guillermo del Toro, enfin bref, plein de news. Alors, être passionné, être fan, générique et surtout... Avec la première série d'animation. J'ai choisi un manga qui est sorti depuis un moment, qui s'appelle Black Clover, qui est un genre de shonen action, aventure, romance fantastique. Du coup, l'auteur c'est Yuki Tabata. Les éditeurs c'est Shueisha et c'est Kaze qui l'a développé chez nous. Donc ça a été prépublié chez les Weekly Shonen Jump, hein, classique. La série initiale est sortie à partir du 16 février 2015 et en cours et actuel 1, 2, 3. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça sera, il y a 33 tomes, voilà, tout simplement. Donc le réalisateur de l'anime, c'est Tatsuya Yorihara et Katsuyuki Fuduyatsu, et du coup, c'est la sortie d'animation, c'est les studios d'animation, c'est Pierrot. Et le compositeur des musiques, c'est Minako Seki. Et aussi la licence, vous pouvez la retrouver sur Crunchyroll et bientôt sur Netflix. Donc la première diffusion a été faite le 3 octobre 2017 et ça a duré jusqu'au 30 mars 2021. Il y a 170 épisodes que j'ai enfin terminé, parce que j'avoue, j'ai regardé plein de séries, donc Black Clover, je l'avais mis un peu de côté. Là, j'ai enfin terminé, hein, on va pas se mentir, c'était assez long. Black Clover ou Buraku Kurobora, excusez-moi de l'accent, est un shonen manga écrit et dessiné par Yuki Tabata. Il est prépublié depuis le 16 février 2015 dans les magazines Weekly Shonen Jump, puis publié en volume relié par l'éditeur japonais Shueisha. La version française est éditée par Kaze. Et l'adaptation en série télévisée animation par les studios Pierrot est diffusée du 3 octobre 2017 au 30 mars 2021. La série compte 170 épisodes qui ont été adaptés des volumes 1 à 27. Dans pays francophones, la première saison est de 51 épisodes. A été diffusée en version française du 29 décembre 2018 à mai 2019 sur Game One. L'anime est également rediffusé en VF à partir du 22 décembre 2019 sur J1. Puis le 1er avril en 2021 en VOD sur Toonami. Les épisodes inédits en VF sont diffusés sur Toonami depuis août 2021, depuis l'épisode 51 à 102. Un film d'animation intitulé Black Clover Maote no Ken est prévu pour le 31 mars 2023, qui sera exclusif à Netflix. En octobre 2022, Black Clover compte plus de 18 millions d'exemplaires en circulation.
Alors, qu'est-ce que c'est Black Clover? En gros, c'est un jeune garçon qui s'appelle Asta, déterminé, qui vit avec son ami d'enfance Yuno, dans un orphelinat du royaume de Clover. Depuis tout petit, Asta a pour ambition de devenir le magicien le plus puissant du royaume, qui s'appelle l'Empereur Mage, et ce qui aussi inspire Yuno à vouloir la même chose. Mais malheureusement, Asta est né sans aucun talent magique, alors que Yuno possède des prédispositions spectaculaires. Lorsqu'ils atteignent leurs 15 ans, tous les jeunes du royaume sont conviés à une cérémonie où il leur remet leur grimoire magique. Alors que Yuno reçoit le légendaire grimoire avec un trèfle à 4 feuilles considéré comme un mythe, puisque la légende prétend que le premier empereur mage utilisait également un grimoire portant un trèfle à 4 feuilles, Asta ne reçoit rien. Après la cérémonie, Yuno est attaqué par un brigand qui souhaite lui voler son grimoire pour ensuite tenter de le revendre. Et du coup, Asta part pour le sauver, mais se retrouve en difficulté. Heureusement, il est sauvé par un mystérieux grimoire avec un trèfle à 5 feuilles et une grande épée rouillée qui symbolise le démon. Asta et Yuno se font la promesse de se battre tous les deux pour le titre Empereur Mage, alors que leurs chemins se séparent sur la route des Chevaliers Mages. Leur objectif est toujours le même, devenir le prochain Empereur Mage. Voilà, en gros, le petit synopsis. Donc vous avez compris, c'est un manga qui est considéré que sur la magie, hein, donc voilà, c'est avec leur grimoire qu'ils ont des pouvoirs magiques. Asta n'a pas de pouvoir, donc du coup il se retrouve dans la galère. Donc du coup son trèfle à 5 feuilles va lui donner le pouvoir d'avoir une magie qui s'appelle l'anti-magie, qui va bloquer tous les pouvoirs magiques, donc c'est plutôt pas mal. C'était à la base pour remplacer Naruto qui s'était terminé, et on n'avait pas encore le début de Boruto. Boruto a suivi quelques temps après. Et du coup, le manga devait lancer, remplir le trou de Naruto, hein, qu'il avait laissé. Du coup, qu'est-ce que je peux en dire en 2 mots? C'est que c'est un shonen classique, hein. Forcément, le héros, il a toujours un caractère de battant, on va pas se mentir. Il travaille dur et s'entraîne dur pour devenir toujours aussi puissant. Et plus l'évolution des épisodes avance, plus Asta a des pouvoirs. Et du coup, il commence à pouvoir maîtriser son pouvoir de son fameux grimoire à 5 feuilles, le trèfle à 5 feuilles. Et du coup, son ami Yuno, pareil, il prend aussi des nouveaux pouvoirs grâce à une espèce de petite fée de la forêt qui l'aide, en gros, fée du vent. Et il va avoir des pouvoirs de vent, donc c'est plutôt pas mal, c'est bon à démarrer. Il y a pas mal d'épisodes, 170, c'est énorme, hein. Et après, vous avez tout le système à la Naruto avec les grades, les capitaines, les empereurs mages. Vous avez plusieurs styles d'école, un peu comme Naruto d'ailleurs. Tu as l'école du taureau noir, le taureau noir qui est l'école de Asta. Ça ressemble beaucoup à Harry Potter. Tu as Yuno qui fait partie de l'Aigle Royal ou une connerie dans le genre. Enfin bref, ils ont tous chacun une école et ils ont tous à chaque fois des capitaines charismatiques, hein, avec des pouvoirs encore plus charismatiques. Et du coup, au fur et à mesure, tu rencontres des nouveaux personnages et les amis d'Asta se développent de plus en plus, jusqu'à la fin de supposée première partie, parce qu'il va y avoir une suite qui est en développement. Je pense qu'ils vont attendre la sortie du film qui est prévue pour le mois de mars 2023. Normalement, il devrait avoir une suite parce qu'il reste encore des tomes à adapter, donc je pense que, à mon avis, on va bientôt avoir la suite. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire en 2 mots? C'est que c'est un bon manga, donc il a essayé de remplir un trou de Naruto. Le seul défaut que je lui reproche, c'est qu'il ressemble beaucoup trop à Naruto, justement. Mais bon, à la base, il a été fait pour ça, hein, donc voilà, c'est le school life, voilà, avec les shonen classiques, avec les pouvoirs et tout, les méchants, enfin bref, voilà, avec des histoires de ouf, enfin bref. Donc, il est trop proche de Naruto, et en fait c'est au fur et à mesure qu'il se démarque parce qu'il prend en fait sa propre identité. Et les arches sont plutôt sympas, il y a des arches avec des super combats. Et du coup Asta au fur et à mesure devient hyper balèze, hein, on va pas se mentir. Et là le manga commence à devenir intéressant et commence à se dire finalement c'est plutôt pas mal. On va dire c'est pas ouf, mais c'est plutôt pas mal, ça se laisse regarder. J'ai hâte de voir le film pour voir exactement qu'est-ce qu'il va nous faire, parce que Asta à la fin des animés devient hyper balèze. D'ailleurs on apprend en gros que son trèfle à 5 feuilles est tiré d'un démon, et après il fait une espèce de... un peu comme Kyuubi en fait, il fait une alliance avec le fameux démon, qui va devenir un familier à Asta, donc ça va être pas mal, on va voir vraiment ce que ça va donner. À suivre, affaire à suivre, on va continuer à regarder, j'espère que le film en vaudra la chandelle, parce que ça fait très longtemps qu'on attend la suite. Maintenant, bon bah écoutez, ce que je peux vous en dire, allez jeter un oeil sur Crunchyroll si vous avez, ou peut-être Netflix, qui va normalement pas tarder à arriver, parce que comme le film il arrive au mois de mars 2023, on peut supposer que l'animé va arriver aussi, peut-être pour janvier ou février, donc ça fait l'occasion de se plonger ou se replonger dans le manga Black Clover, tout simplement, avec une bonne ambiance, une bonne musique, des côtés humoristiques, classiques d'un manga quoi. On passe au 2e film d'animation.
Alors, le deuxième film d'animation que j'ai choisi, c'est un spécial Noël, donc d'ailleurs on a eu l'occasion d'en parler récemment. Il y avait eu sur Disney+, comment dirais-je, une nouvelle adaptation du chef-d'œuvre Pinocchio, un classique de Disney. Et surprise, qu'on s'y attendait plus ou moins, parce que ça a été annoncé assez rapidement, sur Netflix, un autre film Pinocchio allait arriver, mais là cette fois fait par Guillermo del Toro, et du coup c'est lui qui réalise le film avec Marc Gustafson, donc le scénario c'est Guillermo del Toro et Patrick McHale. La musique c'est Alexandre Desplat et les acteurs principaux qui doublent les personnages en animation, c'est de la stop motion, c'est plutôt pas mal, c'est avec des vraies marionnettes, donc c'est plutôt sympa. Du coup c'est Gregory Mann, Ewan McGregor qui joue le rôle de Jimmy Lee Cricket, David Bradley, Christophe Waltz et Tilda Swinton, donc c'est plutôt pas mal. Donc la société de production c'est Netflix, Pathé Film, Necropia Entertainment et Shadow Machine et The Jimmy Henson Company et Double Dar Your Production, voilà, rien que ça. Donc c'est un film d'animation, drame, fantastique, film musical puisqu'il y a des chansons. Il dure 114 minutes, c'est pas mal du coup. Donc Pinocchio de Guillermo del Toro est un film américain franco-mexicain d'animation en stop motion, co-réalisé par Guillermo del Toro et Marc Gustafson, sorti en 2022. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du conte de fées Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, plus particulièrement sur l'illustration de Greg Gimli, de la réédition parue en 2002. Le film marque les débuts de Guillermo del Toro dans la réalisation de longs métrages d'animation. C'est son premier film d'ailleurs. Il produit par The Jim Henson Company et Shadow Machine. Il met en vedette des voix de Gregory Mann, Ewan McGregor, Tilda Swinton, Christophe Waltz, Ron Perlman et David Bradley. Le film est présenté en avant-première mondiale le 15 octobre 2022 au Festival du film de Londres. Il connaîtra ensuite une sortie limitée dans les cinémas dans certains pays et sera ensuite diffusé dans le monde entier sur Netflix. En Italie, avant que Geppetto fasse Pinocchio, il avait déjà perdu un fils qui s'appelle Carlo lors d'un bombardement aérien, parce que ça se passe pendant la guerre mondiale, intempestif des forces autrichiennes au sein d'une église durant la Grande Guerre. Geppetto honore sa mémoire en plantant une pomme de pin près de sa tombe et passe les 20 prochaines années à pleurer et sa perte, tandis que le monde était en train de changer. En 1936, un criquet andromorphe nommé Sébastien J. Criquet était domicilié dans le pin qui a été résulté pour écrire le livre de base sur sa jeunesse. Il découvre Geppetto, ivre en train de pleurer de rage après avoir vu des esprits non loin de là. Il décide de continuer l'écriture, mais Geppetto coupe ensuite l'arbre dans un accès de rage. Afin de faire un nouveau fils de bois, il s'évanouit, laissant la marionnette inachevée. Voilà. Donc du coup, c'est l'histoire classique de Pinocchio. Hein. Après, c'est un esprit qui se réunissent pour faire apparaître l'esprit du bois qui lui donne vie à Pinocchio. Du coup, l'esprit rencontre Sébastien et promet de lui exaucer un souhait qu'il entend utiliser pour devenir célèbre et changer d'agir en tant que guide de Pinocchio. Enfin, de sa conscience, quoi. Ça va devenir sa conscience comme l'histoire classique de Disney. Du coup, après, Geppetto, il se réveille et il rencontre Pinocchio, qui est sa création vivante, et l'enferme dans un placard pendant qu'il va à l'église. Et il le suit malgré que Sébastien l'ait prévenu, effrayé le villageois le lendemain sous la contrainte de Podesta. Geppetto envoie Pinocchio à l'école, mais la marionnette est intercédée par l'ancien aristocrate devenu showman, le comte Volpe, et son sage interprète Zapu Zatura. Voilà, on va s'arrêter là, je ne vais pas vous dire tout non plus. Du coup, tout le monde connaît l'histoire de Pinocchio. Là, ce qui était intéressant, c'est que ça a été fait par Guillermo del Toro. C'est en stop motion, c'est fait par des marionnettes en bois, c'est des vraies marionnettes. L'histoire est basée sur le vrai conte de fées et non pas l'adaptation de Disney. Donc, si tu veux voir du Disney, c'est pas la peine. C'est pas du tout le délire. L'histoire, elle est un peu plus réaliste, je trouve, enfin plus sombre que le fameux Pinocchio de chez Disney+, que j'ai pas spécialement accroché avec Tom Hanks, je l'ai trouvé sans plus, quoi. Là, j'ai vraiment accroché. Le film en stop motion, c'est vraiment un film de Noël, c'est super joli à regarder, c'est super bien fait. L'histoire est plus adulte, hein, c'est pas une histoire d'enfant, voilà, ça raconte l'histoire de la guerre, les causes de la guerre, le Geppetto qui perd son fils, qui est en dépression, et que du coup, à cause de sa rage, il crée un petit garçon de bois. Mais après, en fait, toutes les thématiques de Pinocchio que tu retrouves dans le conte ont été mis dans le film, mais d'une vue différente.
plus réaliste, plus sombre et je trouve, mieux fait, quoi. Parce que j'ai l'impression que quand tu regardais la version Disney, c'était basé sur le film qui était sorti il y a des années. Mais là, du coup, c'est vraiment un pantin en bois. On a vraiment l'impression que c'est le bout de bois qu'il a creusé Gepetto, quoi. On voit les détails sur le visage, sur les yeux. Tout est en bois, ça fait pas comme Disney où c'est joli, c'est mignon. Là, c'est pas forcément parfait, voilà, c'est son Pinocchio. Je l'ai trouvé vraiment intéressant, je l'ai trouvé vraiment beau, une jolie histoire, une jolie fin. Parce que ça finit pas bien comme un Disney, ça finit tristement. Je vais pas vous spoil, mais vous verrez par vous-même si vous avez l'occasion d'aller le voir. Et je l'ai trouvé très très bon. Si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 10, hein, clairement 10 sur 10. Parce que la réalisation, l'animation, les chants, tout est nickel, quoi. Il n'y a rien à redire, c'est parfait. Guillermo del Toro est hyper fort, il a montré qu'il était capable de faire des films d'animation avec pas grand chose. Et là, c'est vraiment impressionnant comparé à Disney avec des budgets de malades et qui font des films sans plus, parce qu'ils font des lives de leurs films classiques parce qu'ils n'ont plus d'idées. Là, maintenant, Guillermo del Toro, avec un pantin en bois, une histoire, il t'a fait un truc de ouf. Je suis désolé, mais Disney, là, c'est la honte pour vous, quoi. Il vous a mis à l'amende, il vous a montré comment faire un film Pinocchio. Voilà, pour ma part, c'est mon avis. À vous de voir, vous faire votre propre opinion. Maintenant, bah voilà, si vous aurez l'occasion, il est sorti sur Netflix récemment, et voilà, il dure de presque 2 heures. Voilà. On passe aux séries. Donc, ça y est, je vais pouvoir enfin vous parler de la série Mercredi. J'avais envie de la garder pour Noël, parce que je trouve que c'est sympa d'en parler à ce moment-là. C'est la série événement du moment, elle a fait un buzz total quand elle est sortie. D'ailleurs, la danse de Mercredi de l'actrice Jane Ortega fait un carton sur Internet. Tout le monde la reprend, tout le monde la reboot, c'est vraiment excellent. Il y a une montée en puissance du look gothique de Mercredi, c'est assez drôle, parce que les gens, à la base, ils critiquaient ce look. De toute façon, la famille Adams, ça a toujours été un classique. Hein. Là, c'était intéressant parce que ça a été produit et créé par Tim Burton, donc c'est plutôt intéressant. Du coup, alors, Mercredi, série télévisée et une comédie horrifique fantastique qui est créée par Alfred Butch et Miles Millar, qui ont écrit les scénarios de Smallville, pour ceux qui connaissent. Réalisé par Tim Burton, c'est pas rien, c'est celui qui avait déjà fait les premiers films de la famille Adams, c'est les meilleurs. James Marshall et Ganja Montero et Glick Mania Media. La production, c'est T. Charles Adams Foundation. MG Télévision. Les actrices et les acteurs principaux sont Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi, Gwendoline Christie, Ricky Leet Orme, Jamie McShann, Hunter Duan, Percy Ian White, Emma Myers, Joey Sunday, Georgie Famer, Naomi G. Ogawa, Christina Ricci, qui est la première Mercredi des films de la famille Adams, c'était déjà pas mal. Et bien sûr, la musique est faite toujours par Danny Elfman et Chris Bacon. C'est un film qui sort des États-Unis. Alors, c'est sur Netflix, il y a 8 épisodes. En général, ça dure entre 47 et 59 minutes. Donc, la première diffusion, c'était le 23 novembre 2022, en sachant qu'il y a déjà une saison 2 qui est annoncée pour 2024. Donc, Mercredi n'est pas terminé. Ils ont prévu 4 saisons pour l'instant. Donc Mercredi est une série télévisée américaine créée par Alfred Butch et Miles Millar, qui est en cours de diffusion depuis le 23 novembre 2022 sur la plateforme Netflix. La réalisation a été confiée par Jane Marshall, Ganja Montero et Tim Burton, qui officie également en tant que producteur délégué. Alors donc la série Mercredi est centrée sur le personnage de Mercredi Adams, qui est issu de bandes dessinées de la famille Adams créée par Charles Adams. En 2023, la série est nommée au Golden Globe dans les catégories meilleure série télévisée, musicale ou comique, et meilleure actrice dans une série musicale et comique pour l'actrice Jenna Ortega qui joue le rôle de Mercredi forcément. Donc l'histoire elle est simple, c'est Mercredi Adams est envoyé par ses parents Gomez et Morticia au sein de la Nevermore Academy à Jericho dans le Vermont. Après avoir été une nouvelle fois expulsé d'un lycée, Nevermore est un établissement pour les enfants particuliers dirigé d'une main de fer par Larissa Wims, l'ancienne colocataire de Morticia lorsque tous deux y étaient étudiants. Mercredi doit alors appréhender cette nouvelle vie tout en enquêtant sur une série de meurtres qui terrorisent Jericho en essayant de maîtriser ses visions qu'elle a depuis plusieurs mois. Voilà le synopsis. Donc alors voilà, l'histoire elle est simple. Vous connaissez tous la famille Adams, hein, toujours un peu étrange, à faire
des trucs bizarres, des tortures et tout, donc c'est assez drôle, c'est assez humoristique. Du coup là ils ont voulu centrer sur le personnage Mercredi, j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est le seul personnage qui sortait un petit peu du lot, où tu pouvais mettre un univers en place, à part le frangin qui est plutôt inintéressant dans la série. Là bah du coup la famille on la connaît, ils ont mis Katrina Zeta-Jones dans le rôle de Morticia, et Gomez est un acteur connu dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Du coup c'est peut-être une des séries qui va peut-être faire le buzz pendant quelques temps, mais le seul vraiment gros reproche que je lui ai donné, c'est que elle est trop proche de Harry Potter et de Poudlard. Malheureusement, c'est beaucoup trop copier-coller. Ils ont voulu mettre des personnages étranges, genre des lycans, des sirènes, enfin bref, ceux qui ont des visions. Ils ont voulu mettre tout un mix des personnages étranges de l'univers de la famille Adams, mais je trouve que ça colle pas, ça colle trop à l'univers d'Harry Potter. De toute façon, Netflix rêvait de faire un Harry Potter, et là, du coup, avec Mercredi, ils ont eu l'occasion d'explorer cet univers, un peu étrange, un peu mystérieux, un peu avec des pouvoirs, enfin bref. J'ai pas forcément accroché, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça bof, sans plus, assez drôle certaines scènes, la scène de danse qui est un soir du lot, les épisodes sont plutôt pas mal. L'actrice qu'ils ont choisie pour prendre la relève de Mercredi, qui a été fait par Christina Ricci, elle fait le taf, hein, on va pas se mentir, c'est une très bonne actrice, elle a bien compris le personnage. Maintenant, en faire tout un buzz dessus, je vois pas l'intérêt. Si j'avais une note à lui mettre à Mercredi, je lui mettrais un 4 ou un 5, voilà, sans intérêt. Tim Burton est toujours grandiose, mais bon, ça faisait un petit peu peur déjà de vouloir faire une suite de la famille Adams. Ils auraient dû mieux rester sur la famille Adams et pas Mercredi, je trouve. Je trouvais ça plus intéressant de faire un troisième film, parce que le troisième était nul à chier, hein, des films, donc peut-être en refaire un, parce que c'était pas Tim Burton qui l'avait fait le troisième. Voilà, sinon, bah, voilà quoi, allez voir, allez jeter un oeil. Bon, je pense que tout le monde l'a déjà vu, parce que c'est vraiment qu'elle est sortie, mais pour moi, on va vite l'oublier, on va vite passer à autre chose, quoi. Voilà, on passe à la deuxième série. Donc, la deuxième série que je vous ai sélectionnée comme c'est un spécial Noël des sorties de la semaine, j'ai choisi Super Noël, la série. Titre original, The Santa Claus. C'est un genre comédie, fantastique. Création, c'est Jason Winner. Les acteurs principaux sont Tim Allen, qui joue le rôle du Père Noël, hein, de Santa Claus, Elizabeth Mitchell et Cal Penn et Matilda Lower. Donc, c'est sur exclusivement Disney+, il y a une seule saison, une deuxième en production, et il y a 6 épisodes au total qui sont maintenant terminés récemment. Donc Super Noël, la série de Santa Claus, c'est une série télévisée américaine diffusée depuis le 16 novembre 2022 sur Disney+. La série fait suite au film Super Noël et Hyper Noël et Super Noël 3 méga givré. Donc c'est sur le point de fêter ses 65 ans. Scott Calvin, qui est le Père Noël, qui est Tim Allen, se rend compte qu'il ne peut pas être le Père Noël éternellement et décide de passer le relais. Scott se met à la recherche d'un successeur tout en préparant ses proches à une nouvelle aventure, c'est-à-dire que la vie d'après le Père Noël, quoi. Donc la série est assez rapide à regarder, il n'y a que 6 épisodes. Ça vous raconte, il y a déjà 2 épisodes qui vous racontent que Tim Allen malheureusement perd ses pouvoirs de Père Noël, et du coup il a peur, qu'il dit que c'est peut-être le moment de prendre sa retraite. Il cherche un successeur et il trouve un successeur, mais le successeur ne fait pas l'affaire. Hein. Mais je vais pas vous spoil, je vais pas vous en dire plus. Donc du coup, il décide de changer la donne et de reprendre le manteau du Père Noël, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est une série pour les enfants. Moi, j'étais un gros fan des films, parce qu'à l'époque, le premier film Super Noël est sorti en 94, donc ça commence à dater. Hyper Noël en 2002 et le Méga Givré est sorti en 2006, donc c'est des films que moi, le premier, j'ai adoré, parce que j'étais gosse, j'avais 11 ans quand j'ai regardé le film Super Noël, donc j'avais hâte de redécouvrir Tim Allen en Santa Claus, que je trouvais juste génial. Le deuxième était drôle, mais sans plus. Le troisième était nul à chier. Du coup, la série, je pensais qu'il allait rattraper un petit peu le 3 qui est sorti. La série est pas mal, beaucoup trop d'effets spéciaux, un peu trop, tout le monde est beau, tout le monde est joli, c'est un peu le monde des bisounours. Après, en même temps, c'est une série pour les enfants, c'est ciblé pour faire un peu la promo de Noël et Disney+, hein, pour que tu puisses prendre un abonnement chez Disney+, pour Noël, et tu regardes la série sur le Père Noël, donc voilà, c'est pas ouf non plus, c'est pas... Si j'avais une note à lui mettre, je mettrais pareil, un 3 ou un 4, pas plus, hein, c'est rien de ouf. Mais bon, après, c'est un truc sympa pour regarder avec les enfants, si t'as des enfants, et que les enfants, ils veulent voir un truc avec le Père Noël, bah voilà, tu mets ça, c'est sympa, ça fait... C'est pour la famille, c'est rigolo, voilà, c'est pas ouf, mais bon, on en oubliera vite, hein, c'est pas ouf, on verra bien la saison 2 ce qu'ils vont faire. Bonne question. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris les acteurs de la première trilogie. Du coup, voilà, c'est pas mal. Ça te remet un petit peu en enfance.
mais c'est vite, tu passes vite à autre chose, quoi. C'est pas non plus la série qui restera dans les annales, voilà. On passe à le premier film. Alors, le premier film que j'ai choisi pour les sorties de la semaine spéciale Noël, c'est bien sûr Les Gardiens de la Galaxie. Le court-métrage, il s'appelle Joyeuse Fête. Donc en anglais c'est The Guardian of Galaxy Holiday Special, donc ses réalisations c'est James Gunn qui est maintenant le patron de tous les projets DC, qui a lancé, rebooté l'intention de recréer un univers DC, qui a dit au revoir à Henry Cavill Superman, donc je suis pas pour cette annonce, mais bon, James Gunn est un bon réalisateur, on verra ce qu'il promet, mais bon, ça vraiment que c'est triste pour nous les fans de dire au revoir à Henry Cavill en Superman, donc voilà quoi, c'est triste. Donc voilà, James Gunn va terminer Les Gardiens de la Galaxie en 2023 avec le troisième et dernier film. Et là, il a voulu s'amuser à faire un petit court-métrage ou un spécial Noël, tout simplement. Donc c'est James Gunn réalisation, scénario c'est James Gunn, la musique c'est John Murphy. Les acteurs principaux de Gardiens de la Galaxie sont plus ou moins tous là, donc Chris Pratt, Dave Bautista, Paul Clemciel et Vin Diesel et Bradley Cooper. La seule qui n'est pas revenue, c'est Zoé Zalenda, qui n'est pas dans le film, enfin le court-métrage, mais en même temps elle était dans Avatar 2, elle va tout faire, hein. On y reviendra après. Et du coup, donc c'est Marvel Studios, c'est aux États-Unis, c'est une comédie de super-héros, ça dure à peu près 44 minutes, c'est disponible depuis le 25 novembre 2022, c'est sur Disney+, donc si t'as pas Disney+, tu pourras pas le regarder malheureusement. Alors Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête, est un téléfilm américain de type spécial, réalisé par James Gunn, diffusé sur le service de Disney+. En novembre 2022, il est le second spécial télévisé de l'univers cinématographique de Marvel, après le téléfilm Werewolf by Night, qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode des sorties de la semaine, sorti le 7 octobre 2022 sur Disney+. Donc, cet épisode spécial partage la continuité avec les films de la franchise produit par Marvel Studios. Il est le dernier projet de la phase 4. Donc Chris Pratt, David Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Tom Clementieff seront les vedettes reprenant leur rôle de la série de films. Gunn avait travaillé sur le concept du spécial pendant plusieurs années, avant qu'il soit annoncé en décembre 2020. Le tournage a lieu à Atlanta en Géorgie pendant celui de Gardiens de la Galaxie volume 3, qui a débuté le 8 novembre 2021 et devrait jusqu'à la durée en avril 2022. Donc c'est terminé. La sortie est prévue toujours pour 2023, mais on n'a pas encore le mois et le jour de la sortie. Je pense que ça sera cet été, on va pas se mentir. Donc après avoir combattu aux côtés de Thor, les Gardiens de la Galaxie se sont à Nowhere. Alors Peter Quill, qui est bien sûr Chris Pratt, toujours à la recherche de Gamora, est déprimé. Pour lui remonter le moral, Mantis, qui veut fêter Noël comme il se doit, souhaite lui offrir un beau cadeau. Avec Drax, il se rend sur Terre afin de kidnapper l'acteur Kevin Bacon, vedette du film Footloose que Peter adore depuis l'enfance, tout simplement. Et du coup, en fait, tu vois leurs mésaventures qui débarquent sur la planète Terre et qui essayent de capturer, de kidnapper Kevin Bacon pour l'emmener sur Nowhere pour faire un joyeux Noël à Chris Pratt. Voilà, en gros, c'est rien de ouf. C'est sympa, c'est un spécial Noël, c'est pour les enfants, c'est pour les fans de Gardiens de la Galaxie. Ça te permet de voir Groot qui a bien grandi, qui est devenu un adulte maintenant, qui est plus balèze que le Groot qu'on a connu, c'est intéressant, c'est pas mal. Donc voilà, on verra maintenant ce que ça va donner les Gardiens de la Galaxie numéro 3. Donc le dernier film que j'ai à vous présenter et à vous faire une petite critique, je vais essayer de spoil le moins possible, et bien sûr le film de Noël qu'on attendait depuis tellement d'années, qu'on avait l'impression que c'était une éternité. C'est depuis 13 ans qu'on n'avait pas eu la suite de Avatar, qui est Avatar 2, La Voix de l'eau, qui est sorti en 2009, qui avait lancé les films en 3D, hein, merci James Cameron, hein. Il nous avait lancé cette vague de films 3D qu'on a eu à floraison qui ne servait pas forcément à grand chose. Le Avatar 1 avait remporté 1 800 542 $, enfin en France, hein, bien sûr, et là j'ai appris récemment, j'ai regardé sur internet ce matin, sur Google, que le Avatar 2, La Voix de l'eau, ça fait que 5 jours que Avatar 2 est sorti au cinéma, depuis mercredi il est dans nos salles. Avatar 2 en France, pour les salles françaises, fait vers 1 847 065 000. Il a fait mieux que le premier Avatar, et à travers le monde, on est à 434,5 millions de $, pour le premier week-end. Aux États-Unis, hein, bien sûr, je parle des États-Unis, 134 millions aux US, le double du premier Avatar.
mais moins que les derniers films Marvel, dont Doctor Strange, Black Panther et bien sûr Thor et Love and Thunder. Donc voilà, mais bon, il va forcément les battre sur la durée, hein, on va pas se mentir, ça fait que le premier week-end qui va sortir. Il y a des grandes chances que là, pendant les vacances de Noël, il va tout déchirer. Donc on avait vraiment hâte de découvrir ce fameux Avatar, dont ça fait des années, on en entend parler. James Cameron en a fait la promo à plusieurs reprises, il avait été lancé dans un projet avec Disney de créer tout un coin dans le parc d'attractions Disney Studio, enfin aux États-Unis, hein, pas chez nous en France, malheureusement on n'y aura pas le droit à Disney Paris, c'est vraiment dommage. Un coin Avatar, et du coup il s'est lancé d'abord dans une construction d'un monde qui s'appelle Pandora, bien sûr, chez un écosystème. On apprenait que Avatar était le premier à se dérouler avec les Na'vi de la forêt. Et là, il a recréé, en fait, dans le parc Disney Studio en Floride, je crois, à Miami, il a créé un univers Avatar. Et du coup, là, il avait annoncé que le Avatar 2, la voie de l'eau, allait se passer dans un autre endroit différent que de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Que ça allait carrément remettre au goût du jour la 3D et qu'il allait vous mettre une nouvelle GIF. Il attendait que la technologie soit assez puissante pour refaire une suite. Du coup, il y a 7 films qui sont en projet, c'est énorme. Donc le prochain film, qui c'est Avatar 3, sortira déjà à Noël en mois de 2024. Donc c'est déjà prévu, hein. Noël 2024, si t'as rien à faire, bah, tu vas voir Avatar 3. Parce que c'est un film que tu ne dois surtout pas louper, surtout le 2 là, pour les fêtes de Noël. Franchement, c'est le film à aller voir si t'avais rien à faire, hein. La Coupe du Monde est terminée, tu peux largement aller le voir. Donc alors, Avatar The Way of Water, ou La Voie de l'eau, est réalisé par James Cameron. Le scénario, c'est James Cameron. C'est Josh Friedman avec le scénario. La musique, c'est Simon Franglen. Les acteurs principaux sont tous de retour, dont Sam Worthington et Zoe Zalenda, qui est aussi dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, tout le monde est revenu. Tu as Sigourney Weaver qui est revenu, tu as Stéphane Lang qui est revenu, et tu as des nouveaux acteurs comme Kate Winslet et plein d'autres qui sont là, qui vont lancer une nouvelle génération de Navy qui vont arriver dans les prochains films et dans le numéro 2 tout simplement. Donc la société de production, c'est Limestorm Entertainment, 20h Century Fox, États-Unis, science-fiction, et le film dure 3h20 à peu près. C'est pas mal déjà, hein, on va pas se mentir. De toute façon, James Cameron, il n'a pas l'habitude de faire dans le cours, hein. Et du coup, alors, Avatar, la voie de l'eau, et communément Avatar 2, est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron, sorti en 2022. Il s'agit d'une suite du premier film de la franchise Avatar, se déroulant dans l'univers de fiction Avatar, et une suite Avatar 3 est prévue pour 2024, ça je t'en ai déjà parlé. Donc plus d'une décennie se sont écoulées depuis les événements du premier film. Jack Sully assume désormais son rôle de chef des Omochikaya avec sa compagne Neytiri. Il s'occupe de leur famille, Neteman leur fils aîné, Loak son frère, Kiri leur fille adoptive. Et mystérieusement né de l'avatar inerte de Grace Augustine, qui était interprétée par Sigourney Weaver. Spider est un garçon humain abandonné sur Pandora, et Took, qui est la fille cadette. Lorsque les humains reviennent sur la planète pour préparer Pandora à devenir une nouvelle Terre et accueillir leur exode, Jack et Neytiri sont les premiers à s'opposer à eux. Cependant, les humains ont aussi dans leur rang une escouade de recombinant des avatars Navy avec les souvenirs des soldats décédés. Leur chef n'est autre que le colonel Quaritch, qui avait pris soin de faire une sauvegarde de sa mémoire et de sa personnalité avant la bataille où il perdit la vie. Si tu n'as pas vu le premier Avatar, malheureusement tu vas être un peu perdu, mais bon, il y a pas mal de flashbacks qui te replongent dans le premier film, qui te permet de te remettre dans la tête ce qui s'est passé dans le premier film. Alors, préférant mettre sa famille à l'abri, Jack renonce à son rôle de chef et mène les siens jusqu'à chez les Mentakayana, excusez-moi du nom, Mentakayana, est un peuple de Navy vivant sur les côtes et de Pandora. La famille Sully se voit ainsi contrainte de s'intégrer à une culture nouvelle et faire face à l'opposition de certains qui voient d'un mauvais œil leur mixité humaine. De Navy, Quaritch, de son côté, se met à la recherche de Jack pour l'empêcher de mener une insurrection Navy, mais aussi une vengeance personnelle. Donc du coup, oui, les enfants de Jack Sully et de Neytiri sont bien sûr des métis, hein, ils sont à moitié humains. Voilà, donc c'était une nouvelle génération qui allait arriver, donc on attendait vraiment, j'attendais énormément de voir ce que ça allait donner, le Avatar 2, j'étais vraiment intrigué, parce qu'ils nous avaient vendu du rêve en disant que ça allait être un nouveau monde, que ça allait dans les mondes sous-marins, qu'on allait explorer une nouvelle tribu, enfin bref, ils nous avaient promis plein de choses, mais on n'avait pas d'image, on n'avait rien. Il n'y a que vers la fin, au mois de septembre, on commençait à avoir des infos, et grâce à la ressortie de Avatar en 4K, ils nous ont mis un petit teaser de Avatar 2, et j'avoue que là, j'étais complètement intrigué pour savoir vraiment mais qu'est-ce qu'on allait voir à travers ce film.
parce qu'après tant d'années, il y a quand même 13 ans entre 2009 et 2022, donc c'est énorme, pour relancer une licence comme Avatar. Donc d'ailleurs, il y a une alliance avec Disney, donc maintenant ils ont les moyens de faire des trucs de malade, en sachant que Star Wars n'est plus dans la compète et Marvel, bah, il fait son petit business et voilà. On se disait, est-ce qu'il y allait avoir de la place pour Avatar avec les deux grosses boîtes de Marvel et de Star Wars dans le classeur de Disney? Et franchement, j'avoue, là, je suis vraiment bluffé. James Cameron a fait un super boulot. Le Avatar 2 est juste magnifique, il est parfait. Ils ont utilisé un nouveau système de caméra 3D créé par Sony qui s'appelle Venise. D'ailleurs, vous verrez la qualité d'image, elle est hallucinante. Je vais essayer de pas trop en spoil pour pas vous gâcher le plaisir, au cas où vous avez l'intention d'aller le voir. Mais franchement, allez le voir en 3D. Jusqu'à présent, j'étais pas partisan des films 3D parce que je trouvais que ça servait à rien. En plus, on nous demandait de payer 1,50 € à chaque fois pour une diffusion 3D au cinéma. C'était du foutage de gueule, en sachant que là, maintenant, c'est passé à 2 € la version 3D. Je me dis, ça me faisait un peu chier d'aller le voir en 3D, mais je me dis, le premier Avatar, je l'ai vu en 3D, alors aller voir le Avatar 2 en 3D, ça coûte rien, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et du coup, bah, franchement, la 3D, là, pour le coup, est utilisée à son plein potentiel, c'est vraiment hallucinant. La qualité d'image est vraiment hallucinante et bluffante. En plus, le monde sous-marin, j'avais vraiment des appréhensions par rapport à ça, parce il y en a beaucoup, ils ont essayé, Aquaman, Black Panther, avec les morts récemment. J'allais vraiment me poser la question, est-ce que lui, James Cameron, allait trouver une solution pour que ce soit réalisable et crédible? Et du coup, là, je suis vraiment bluffé. Il a créé tout un écosystème avec les poissons, les plantes, les plantes, les poissons, les baleines, enfin, il y a toute une sorte de monde à part. Et le nouveau clan, la nouvelle tribu qu'on apprend à découvrir ressemble beaucoup aux Samoans dans les îles de Tahiti ou de Hawaï. Ils ont ce rapport avec l'eau qui est vraiment impressionnant. C'est pas pour rien qu'il s'appelle la voie de l'eau. Je vais pas trop vous en dire plus. Allez le voir. Franchement, c'est vraiment magnifique. Le film est un des plus beaux que j'ai vu récemment. Il n'y en a pas eu beaucoup. Top Gun Maverick était parfait comme film, mais là, Avatar a mis un bar encore plus haut. Même les films Marvel, il avait fait une critique salace en disant que les films de Marvel et de DC, les acteurs n'étaient pas des acteurs, mais en fait, les gens ils payaient pour voir Spider-Man ou voir Superman. Qu'ils n'en avaient rien à battre des films comme ça qui valaient pas le cinéma, ça rendait pas justice au cinéma. J'avoue que je dis, oula, il est quand même prétentieux le garçon, son film il est pas sorti, il commence à clasher les autres films. C'est un peu dangereux, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, là, après avoir vu le film, bah, en fait, il a complètement raison, il joue pas dans la même catégorie, il boxe pas dans la même catégorie, c'est vraiment hallucinant ce qu'il est capable de faire. Il a mis 13 ans, mais il les a pas mis 13 ans à perdre son temps. On a vraiment vu qu'il a vraiment cogité son histoire. Elle tient la route, elle est vraiment la suite directe du premier Avatar. Tout ce côté écosystème, il a créé de tout à Z. Pandora, c'est de lui déjà de A à Z. Et là, il y a un nouveau monde encore avec une nouvelle tribu. Des nouveaux méchants, des nouveaux... Waouh, c'est vraiment impressionnant. Il est vraiment monstrueux, James Cameron, d'avoir fait ce monde-là, cet univers-là. Franchement, Disney va se faire... un énorme kiff parce que c'est un potentiel de malade. En plus, il y a 7 films de prévus. Franchement, j'ai qu'une chose à dire, c'est respect, mec. Et respect, James Cameron, tu nous as fait un truc de malade. Et j'ai été complètement ébloui par ton film. J'ai été complètement émergé dans le film, immersé. Je voulais pas partir de la séance. Une fois que la séance était terminée, j'étais encore à fond dedans. J'étais encore dans son monde là, lui. Et j'ai vraiment apprécié. J'avais vraiment adoré. J'avoue, je lui mettrais un 20 sur 20 sans problème ou un 10 sur 10. Un très très beau film. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu. Et le côté écosystème, enfin bref, il y a une petite morale sur les baleines, enfin bref, c'est hyper bien fait, c'est génial. Franchement, allez le voir et faites-vous votre propre opinion. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, et puis n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, enfin bref, vous connaissez la chanson, et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, allez voir le film, et c'est un film à aller voir au cinéma, vraiment. Allez le voir sur un grand écran, parce que ça vaut vraiment le détour, là, ça vaut vraiment la place de cinéma. Et puis, vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que c'est un film à aller voir en 4DX, en IMAX ou en 3D? Moi, perso, je l'ai vu en 3D, j'ai adoré, donc allez voir, vous me dites moi c'est quoi la meilleure qualité pour vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis on va se dire un joyeux Noël.